T'as-tu hâte de goûter à ça? Je sais pas. On est là! Je sais pas, je regarde la couleur, là. Je regarde la couleur de ton... de ta peinture que t'as amenée en studio. C'est inspirant, n'est-ce pas? Pas certain. Christelle Bourassa, la crinqueuse de monde, c'est ça? Le boost. Boost. Matin, t'es rentré dans la maison avec des bottes. Ben oui. T'avais des bottes, mais des bottes qui m'ont fait absolument capoter. C'est drôle parce que la semaine passée, j'avais en show un de mes chums, Michel, qui se spécialise en astronautique. Oh, nice. Fait qu'on a parlé de navette spatiale puis de fusée. Puis un matin, t'es rentré ici avec... avec ces bottes-là. Avec des moon boots. Avec des moon boots. J'avais jamais vu ça. Eh oui, c'est drôle. Tu vas drôle. faire triper les kids. Pareil, non, avec ça dans les pieds. Ouais, exactement. Dans le fond, quand que les enfants me voient avec mes bottes, tous les regards sont vraiment alignés sur moi. Puis c'est à ce moment-là que j'aime ça faire un petit show, là. Tu sais, je marche comme si j'étais sur la Lune. Fait que c'est tellement drôle. C'est pas trop pesante, pareil, là. Tu dois défier la gravité. Parfois, j'ai vu une couple de photos sur ton Facebook. On va revenir là-dessus tantôt. Là, tu fais du yoga un peu, je pense. Là, puis il y a certaines poses que je regardais. Puis je me disais, t'as un peu ce fille-là, elle défie vraiment la gravité. Mais le matin, en rentrant ici avec ces bottes-là, c'était comme pas mal à propos. C'est drôle. Tu marches avec ça. Tu sors avec ça là, en public, là? Ouais, je sors avec ça en public! C'est pas des bottes de ton saut d'Halloween, là? Non. Ils font partie de ma vie au quotidien. Je me suis jamais dit, aïe, je sors vraiment avec ça en public. Ben oui, ça fait partie de mes attitudes. Ils sont vraiment belles. Y a-tu des bottes de même pour hommes? Je crois que oui, comme je te disais, je pense que... En fait, moi, je les ai achetées chez Daniel Lachance à Mont-Tremblant. Okay. Puis, il y en a vraiment de toutes les couleurs, à toutes les... Il y en a toutes les couleurs? Ouais, il y en a des bleus, des noirs. Shit, tu vas aller me chercher une paire de bottes de moon boots. C'est vraiment cool. Fait que là, qu'est-ce que t'as amené ici ce matin, là? Nous autres, premièrement, je suis content qu'on se voit parce que ça fait comme, je pense, 3 fois ou 2 fois. On est à notre 3e fois. C'est notre 3e shot. Toutes sortes de petits challenges qui arrivent dans la vie. Puis, dernière fois que tu es venu, tu m'as dit, je vais amener du thé la prochaine fois qu'on va se voir. Pas sûr que c'est du thé là, que tu as amené. Hein. Qu'est-ce que tu as amené là? En fait, j'ai amené réellement une boisson complètement extra fantastique qu'on appelle le lait d'or. OK. Et comme tu peux voir par sa couleur, dans le fond, le lait d'or qui est composé de curcuma, de cardamome, il y a de la cannelle, il y a du lait d'amande, t'as aussi de l'huile de coco. Bref, plein de bonnes épices qui font en sorte que ça a un impact vraiment positif au niveau de ton système immunitaire. C'est un genre de détox ou... ça pourrait être perçu comme un genre de détox, mais c'est vraiment, je le vois plus comme un boost, en fait. Ouais? Ouais. OK. Exact. Au même titre que quoi, par exemple? Ça ressemble à quoi? L'impact que ça a sur ton système, là, tu sais, un boost pour quoi, là? C'est boost de système immunitaire, boost d'énergie, boost de système immunitaire, puis, tu sais, dans le fond, dans beaucoup de pays, il y a des gens qui vont prendre ça, surtout parce que c'est perçu comme un peu un anti-cancer, si on veut. OK. Puis tu bois ça à tous les matins? Pas à tous les matins, mais je m'en fais au moins une fois par semaine. C'est comme une grosse batch, entre guillemets, ce qui fait en sorte que je peux m'en prendre, là... Qu'en bas, me semble. L'impact sur notre teint. Écoute! C'est du jus de carotte, tu viens un peu orange, là, mais là, j'ai un peu peur, là. Fait que là, on va-tu déguster ça ensemble? On va déguster ça ensemble, ouais. bien sûr. Il y a de l'eau chaude, tu m'as dit de préparer de l'eau chaude. Ça, c'est pas pour toi, l'eau chaude, là, hein? Non. Ben, en fait, l'eau chaude, qu'est-ce que t'en penses si on passe tout de suite à la préparation du cocktail? OK. Je me verse de l'eau chaude? Ouais, mais vraiment pas beaucoup, parce que dans le fond, on va juste diluer un tout petit peu. Correct? Ouais, mettons de même, là. Merveilleux. Puis là, juste pour pas faire de dégâts. Ça a vraiment l'air de la peinture. C'est la peinture de rue, là. La peinture de rue où ils font les lignes jaunes, là. Aïe. Attends, tu vois, là, ça, c'est... Genre de gros dépôt, là. Le gros dépôt que je te déverse ici. Dans tout le bon stock est dans ce gros dépôt. T'as pas d'enfant, hein? Non, pas d'enfant. OK. Moi, ça me rappelle certaines choses. c'est genre, oui, honnêtement, là, c'est... ouais, fait que, OK.
Fait que je vais y aller tranquillement, moi, de mon côté, OK? Je vais pas le caler, puis Alors, on va je se te faire un donnerai mes chin. impressions tantôt, OK? Chin chin. Content de t'avoir ici ce matin. Santé! 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 Ah! C'est bon? Curieusement, ça goûte quand même bon, oui. Tu parlais de la couleur tantôt. Je te dirais qu'après ça, tu as les dents jaunes un petit peu. Pour vrai? À la fin de l'entrevue, on va se parler, on va avoir complètement Ok. les dents jaunes, mais tout est parfait. Pas de problème, pas de problème. T'habites dans le Nord? Ouais, Ouais. c'est à Gardez-Monts, en fait. On peut-tu te bouger de là? Non? Ça fait longtemps que t'es dans ce coin-là, hein? Ben, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, je suis quand même... je voyage. J'arrive j'habite à Saint-Sauveur il y a peut-être 1 an et demi, en fait. J'ai décidé d'aller habiter dans mon duplex à Sainte-Agathe. Puis sinon, avant, j'ai habité à Saint-Hippolyte pendant quelques années, Mirabel, Saint-Jérôme, puis sinon, je viens de Saint-Roch-de-la-Chican. OK. Proche des pistes de ski, proche de la forêt? C'est quoi ça te prend? Ah, ben moi, c'est sûr, ça me prend de la forêt, là. Ça me prend des montagnes. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis comme « OK, je suis dans les montagnes! » J'adore les arbres, j'adore la nature, en fait. OK. Où il y a du réseau, par contre. Oh! C'est ça? Ouais, normalement, je reste quand même connectée, ouais. C'est un peu... T'as un profil un peu étrange, toi, hein? Non, mais honnêtement, t'as un profil un peu étrange. C'est comme une genre de fille un peu zen, très, très connectée dans la nature. En même temps, au niveau... comme l'impression qu'au niveau technologique, t'es pas mal branché. Puis là, tantôt, ça m'a surpris. Je t'ai posé la question. Je dis... en fait, ce que je t'ai dit, c'est... Ouais, pendant le show, là, ce serait mieux que tu fermes ton cell. Puis là, j'étais surpris de te voir, connecté dessus. Puis là, tu m'as regardé avec des yeux. Tu m'as dit... Oh! Faut vraiment que je le ferme. Et ça m'a surpris vraiment. Tu le fermes pas. Tu me dis que tu avais quoi, des périodes de 15-20 minutes que tu le fermais dans la journée? Ouais, c'est ça. Dans le jour, je vais le fermer, tu sais, pour mes périodes où j'ai vraiment besoin de rester focus. Mais autrement, dans les jours de semaine, à partir de 8 h le matin jusqu'à 8 h le soir, c'est sûr que je suis plus dans un mode connecté. Ouais. Tu fais quoi là-dessus? Ben, premièrement, moi, j'ai mon numéro d'entreprise qui est sur mon cellulaire. J'ai tous les clients qui vont me texter. Je réponds aux emails aussi. Fait que, dans le fond, ouais. C'est surtout du contact client que tu te sers beaucoup. As-tu des applications que tu te sers en particulier dans le cadre de ton travail, ce que tu fais, ou c'est beaucoup contact client? Là? C'est beaucoup contact client. OK. Ouais. C'est quoi Neurochrono? Neurochrono? Explique-moi c'est quoi. C'est quoi tu fais? C'est un concept, là, puis tu sais, j'ai lu un peu là, ce que tu fais, puis je suis passé à travers ton bouquin, on va en jaser un peu tantôt. Je trouve ça super intéressant ce que tu fais de mélanger, de l'activité puis de l'exercice mental, là, c'est quelque chose qui je pense que c'est un concept qui, en tout cas dans mon cas, je pense que ça aurait un impact, là. Assez important, là. On va s'en reparler tantôt, on se parlera de déficit d'attention peut-être aussi tantôt. Parfait. Là. Je m'en allais où, là? Ma question, c'était quoi? C'était parle-moi de Neurochrono, tu fais... C'est quoi? On fait quoi avec ça? On t'appelle pour quel genre de service? Puis tu fais quoi avec tes clients? OK. Donc, Neurochrono, en fait, c'est vraiment une entreprise qui a une expertise en performance cognitive. On a 3 types de services. En fait, on a le neurobusiness, le neurocoach, puis le neuroculture. OK? Je vais donner l'exemple par rapport au neurobusiness. En fait, c'est qu'on on a des circuits qu'on fait, peu importe que ce soit en montagne ou carrément dans une place d'affaires, où on fait vivre des formations expérientielles. Puis il y a plusieurs raisons à ça. La numéro 1, c'est qu'en fait, de manière très conventionnelle, les gens, quand ils veulent se former en entreprise, écouter des conférences, etc., bien, ils vont le faire de manière ultra passive. Donc, ils sont en mode, ils sont assis, puis ils ont le cerveau plus tourné à off, si on veut. Ce qui fait en sorte que, puis ça, c'est même dans les cours à l'université, on l'entend, puis c'est très... Non, l'apprentissage est très, très, très passif, là. Ouais, puis c'est généralisé, là. Exact. Puis en fait, on va retenir environ 10% de ce qui va être présenté. Ce qui 10? Est... Yes! C'est beaucoup, 10? Non? Écoute! Tarnache, moi, je suis pas sûr que ça dépasse le 2, genre. Toi, tu me donnes des trucs. Ouais, c'est ça. Mais par contre, quand on prend les concepts qui sont enseignés puis qu'on les fait vivre aux gens, en plus en les faisant bouger, ben là, on change complètement le pourcentage pour passer à 90% de capacité de rétention de l'information. Fait que c'est un monde de différence. Puis c'est ce qu'on fait en fait chez Neurochrono, c'est qu'avec le neurobusiness, on prend des formations
puis on les fait vivre. Donc, c'est pour ça que c'est de là le mot expérientiel. Fait que vous avez trouvé un moyen de bourrer le crâne du monde, là, vraiment, là, de le rentrer dans la tête du stock. C'est une technique pour rentrer dans la tête du monde du stock, dans le fond. Rentrer du stock, ouais, c'est bien vulgarisé. Non, mais en 10 puis 90%, on s'entend, là. C'est sûr Il y a du stock là-dedans. Ouais, c'est majeur. Puis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le fun. À la base, là, c'est du plaisir en boîte, là. Les gens, ils vont rire, ils vont connecter entre eux. En fait, c'est basé sur 5 principes d'un cerveau en santé. Fait qu'il y a l'apprentissage, il n'y a rien de routinier durant toute l'activité. C'est pas comme, admettons, on s'assoit ensemble, puis on va faire du tam-tam, puis que dans le fond, c'est tout le temps, c'est juste ça l'activité, là. Donc, tu passes en revue différentes méthodes. Les gens vont bouger, les gens vont être conscients, puis il y a le volet social qui est super important. OK. Fait que le principe en arrière de ça, c'est que l'activité va venir renforcer la programmation, à quelque part. C'est un peu ça. En fait, regarde, je vais te montrer quelque chose. L'activité physique, à la base, augmente quand même les performances cognitives. Puis, tu sais, ici, c'est une photographie, en fait, qui démontre l'activité cérébrale sans exercice, qui est très moindre ici. Tu vois que l'activation, elle est vraiment pas grande. Ici, c'est avec exercice physique. On parle de 20 minutes de marche. Puis là, l'activité cérébrale, elle est grandement augmentée. Ce que ça a comme répercussion, c'est déjà une augmentation de la mémoire de 20% ainsi que de la concentration. Donc, les gens, en bougeant, sont propices à mémoriser davantage. OK. Fait que tu fais sortir le monde dehors. T'es fait bouger, ou ça peut être des formations ou des activités qui se passent à l'interne aussi, à l'interne, je veux dire, à l'intérieur. Tu fais ça autant à l'extérieur qu'à l'intérieur? Autant à l'interne qu'à l'externe. Puis, dans le fond, parce que ça se veut vraiment le neurobusiness sous forme de circuit. Donc, les gens partent en équipe, ils vont vivre la formation expérientielle, puis à la toute fin, ils vont avoir le score cognitif. Tu sais, on chronomètre, de le neurochrono, là, si tu veux, on chronomètre vraiment le temps que ça leur a pris pour faire le parcours, et on calcule aussi c'est quoi leur capacité de rétention de l'information. Donc, à travers le parcours, c'est pas juste la matière qu'ils vont apprendre. Ils doivent développer une stratégie de mémorisation. Mettons, on est 5. Comment qu'on va faire pour mémoriser 1h30 de parcours, le contenu qu'il y a dans un parcours? Donc là, on va élaborer ensemble. On va se dire, peut-être qu'on va inventer une histoire, peut-être qu'on va chanter une chanson. Donc là, les gens, ils vont vraiment adapter leur stratégie selon leur propre ADN, puis ça fait en sorte que ces individus-là, ils se développent davantage. Puis un circuit neurobusiness qui est vraiment intéressant, c'est que, entre autres, celui de leadership d'influence, quand les gens sortent, c'est comme s'ils avaient lu et expérimenté 7 livres. Ce qui est quand même beaucoup. OK. En 1h30, là, quand tu peux te dire, hey, moi, j'ai passé en revue 7 livres, c'est quand même... OK. Au niveau intégration, c'est une chose, mais après ça, la rétention de cette information-là, c'est une autre chose. C'est comme, la répétition fait en sorte que tu vas à quelque part garder cette information-là, ne va pas disparaître. Là. Tu parles là-dedans de neuroplastie, puis de... Neuroplasticité. C'est ça, neuroplasticité? Ouais. Explique-moi ce concept-là. Oui, en fait, la neuroplasticité, c'est vraiment simple. C'est qu'en fait, le cerveau s'adapte, se modifie selon les stimulus auxquels il est présenté. Donc, jour après jour, notre cerveau va se transformer dépendamment de qu'est-ce qui s'offre à nous, tu sais. Puis, il faut comprendre que ça peut être autant positif que négatif. Puis ça, c'est au même titre que le corps. Si, par exemple, je ne fais pas d'activité physique pendant une semaine, que je le veuille ou que je ne le veux pas, dans le fond, c'est sûr que ça a une répercussion négative parce que mon corps va s'adapter à l'activité auquel il est soumis. Comme le cerveau. Exactement. Le cerveau, quand on dit que le cerveau, c'est un muscle, dans ce cas-là, c'est une super image. Là. En fait, c'est vraiment pas une bonne image parce que... non! Okay. Parce que le cerveau, c'est vraiment des centaines de milliards de neurones qui sont interconnectés. Leurs fonctions sont complètement différentes du muscle, qu'on parle de fibres musculaires qui vont apporter contraction, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, la composition du cerveau va répondre aux mêmes lois d'adaptation que le muscle. Exactement. Ouais. Si tu t'entraînes pas pendant X nombre de temps, ton corps, à quelque part, il s'affaiblit ou... il va s'atrophier, il va perdre ses capacités. C'est la même chose au niveau cérébral. Une chose que je savais pas, puis je sais pas grand-chose, en particulier du cerveau, puis c'est tellement complexe. Tu as combien de milliards de cellules
au cerveau des neurones. Il y a quoi? Plusieurs milliards, je pense que tu viens de dire. Là, c'est quoi? C'est 7 milliards. Non, c'est combien de milliards à peu près qu'on a, là? Écoute, le chiffre exact, je pourrais pas te le dire présentement parce que je me suis programmée à dire des milliards de neurones interconnectés, mais je sais que c'est énorme, là. Il y a... parce que tu parles aussi là-dedans de neurogénèse. Alors, la neurogénèse, c'est là, en fait, on fabrique des nouveaux neurones carrément, là. C'est Exactement. exact? La neurogénèse, c'est la naissance de nouvelles neurones. Puis l'activité physique permet ça. L'activité physique permet de créer les meilleures conditions pour un cerveau en santé, qu'on parle de synaptogénèse, des nouvelles connexions neuronales, des nouvelles neurones, etc. Par contre, si on ne se sert pas de ce momentum-là créé par l'exercice physique, par l'intermédiaire de plein de principes, là, je ne vais pas toutes les nommer, bien, pour s'en servir, on doit jumeler avec un exercice cérébral, avec des principes cérébraux qui vont faire en sorte que ça va réellement venir consolider. Fait que c'est vraiment la combinaison des deux, là. Qui est... qui donne cette performance-là de retenir plus d'informations, d'emmagasiner plus, puis de la retenir plus longtemps aussi, là. Que ça va vraiment avoir un impact au niveau de la structure cérébrale, oui. Tantôt, tu m'as envoyé une image, puis je vais essayer de la sortir ici, là. À l'écran, tu m'as envoyé une image qui a été faite par ta graphiste, tu dis? Oui, bien en fait, on a monté un... Vas-y, ouais. Yes, c'est ça. On a monté un document pour un nouveau parcours neurochrono expliquant le phénomène humanotech, qui est le phénomène qu'on voit ici, dans le fond. On est beaucoup devant nos écrans, que ce soit notre cellulaire, notre tablette, etc. On peut le constater partout, qu'on aille au supermarché ou dans le métro, ou peu importe on est où, on peut le voir, ce phénomène-là. Et c'est quand même assez... incroyable comment il y a des gens aujourd'hui qui sont sur leur selle. C'est complètement hallucinant. Je veux dire, tu as au moins une personne sur deux là, qui est sur son écran à l'épicerie. Une personne sur deux, là, moi que je compte, là, autour de moi, une personne sur deux. Puis c'est facilement, je peux en compter 6 sur 7 ou 7 sur 8 que je peux voir qui tiennent, soit qui regardent leur selle ou qui le transportent avec eux autres dans leurs mains. Exactement. C'est complètement hallucinant. Ouais. Ça a changé très, très, très vite aussi. Hein. C'est un phénomène que tu ne voyais pas nécessairement autant il y a ça 4-5 ans. Là. C'est comme partout aujourd'hui. Oui, c'est là, c'est exactement. On est comme connectés tout le temps. Oui, puis ça a vraiment, chez certaines personnes, majoritairement, un impact ultra négatif. Puis ce que je trouve intéressant sur cette photographie, c'est que on voit vraiment le visage qui est connecté au cellulaire. Puis moi, j'ai tendance à dire tout le temps, on transfère comme notre intelligence à la technologie. Dans la mesure où, jour après jour, la technologie, elle augmente tout le temps. Puis pendant ce temps-là, notre cerveau, tu sais, dans le fond, on s'atrophie, on a vraiment un abrutissement qui se crée, malheureusement, sans nécessairement le vouloir. Mais je donne un exemple. Disons que j'ai mon cellulaire, je m'en vais à Montréal aujourd'hui. Parfait. Qu'est-ce que je fais? Bien, c'est sûr que je vais prendre mon GPS. Parce qu'on est comme un peu programmé avec notre cellulaire. Fait que tu prends ton GPS, tu t'en vas à Montréal. Là où c'est triste, c'est que 50 fois après m'être rendu à la même place... On se fie dessus. J'ai tout le temps pris mon cellulaire. Ouais, fait que je pourrais même pas expliquer c'est quoi la route que j'ai prise, même si ça fait 50 fois que je l'ai faite. Fait que, ben c'est ça, moi, je m'en suis rendu compte, là. Donc, j'ai vraiment changé mes manières d'exécuter, de vivre et tout. Mais il y a plein d'autres... c'est un élément parmi tant d'autres. Mais ce que ça fait, c'est pendant ce temps-là, les gens, puis... en fait, ils vont perdre leur sens de l'orientation. Entre autres. Entre autres. Parce qu'il y a plein d'autres choses que ça va t'enlever ou que ça va créer comme impact. Là. Exact. Penses-tu qu'à quelque part, le sel pourrait aussi nous permettre de... le sel ou les ordi ou whatever quoi, là, avec les applications et tout ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui, nous permettre de se créer de la place dans la tête pour d'autres choses? Parce que moi, si tu me dis, pourquoi tu utilises ton GPS tout le temps, la réponse que je vais te donner, c'est il est là, j'ai pas besoin de me casser la tête à retenir quelque chose, fait que je peux mettre quelque chose d'autre dans ma tête. Je peux utiliser la place pour autre chose. Ce qui est un peu pas vrai, parce que quand je vais vraiment porter attention à comment je vais réfléchir, puis ma capacité de concentration, puis tout le kit, elle diminue vraiment, là. Carrément, elle va diminuer. Là. Puis tantôt, on se parlait de multitâche, là, de multitasking. Là.
Puis je me rends compte, moi, que ça, c'est probablement une des choses qui impacte le plus ma concentration, puis je peux sauter d'un sujet à l'autre, puis tu sais, à quelque part, les déficits d'attention qu'il y a de plus en plus dans la société, c'est probablement relié en partie à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le multitasking a quoi comme impact concret dans nos vies au niveau de maladie? C'est pas de maladie, c'est plutôt une maladie, le déficit d'attention? C'est quoi? Comment on décrit ça? Ah, ça dépend de la littérature. Mais c'est pas vu comme une maladie, c'est plus vu comme un trouble dans l'ensemble. Je suis très troublé. Okay? Je suis très, très troublé, mais ça a vraiment un impact sur ma tête, hein, de multitasker. Définitivement. Puis écoute, la première fois que j'ai lu là-dessus, c'est à peu près en 2013, je lisais un livre... Brain Smarter de Sandra Charpmans, je pense. Puis c'était tellement là, à ce moment-là, je sortais de l'université, OK? J'étais en train d'écrire mon livre, je faisais plein de recherches, puis j'étais ultra multitask. Genre, on est sur le cellulaire, je suis en train de parler au téléphone, puis je texte quelqu'un en même temps, puis je faisais plein de trucs tout le temps. Puis, je suis tombée sur le multitasking et qu'est-ce que ça crée dans nos vies. Puis là, je suis vraiment restée comme... J'en revenais pas de ce que j'étais en train de lire. Puis, pour répondre à ta question, en fait, le multitasking, ça va vraiment augmenter ton cortisol. Ton cortisol qui est... Ah, si tu viens de donner une réponse... Ah, je suis tellement content de te rencontrer aujourd'hui. Tu viens de donner une réponse, puis je vais te laisser finir après, là. Excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. Ça fait un bout de temps, j'ai de la misère à dormir. Là, j'ai lu à quelque part que le cortisol faisait en sorte qu'on avait de la misère. Si ton taux de cortisol est élevé, tu vas avoir de la misère à... En fait, tu peux t'endormir, mais tu vas te réveiller au bout de 2-3 heures parce qu'il est toujours présent dedans de toi. Ça empêche, je pense, le sommeil profond si ton taux de cortisol est très élevé. Là. Je sais pas, as-tu déjà entendu parler de ça? J'en ai entendu parler, mais c'est sûr que c'est très interindividuel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chez toi, ça peut avoir cet impact-là, mais chez une autre personne, peut-être qu'elle est plus résistante au stress. Parce que, dans le fond, le niveau de cortisol est étroitement lié à ton niveau de stress. Oui. Et le niveau de stress est étroitement lié avec ta performance cognitive aussi. OK, vas-y. Là, c'est vraiment intéressant, là. Donc, plus tu as de stress, moins tu es apte à bien penser, à bien mémoriser, à être focus et tout. Puis, bon, au bout de la ligne, ça peut être super néfaste, OK, parce que ça va créer de l'inflammation au niveau cérébral et tout. Le multitasking, aussi, ça va vraiment diminuer notre énergie mentale, OK, parce qu'on donne on transfère notre focus à plein d'éléments en même temps, ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, tout est fait un petit peu à moitié. Puis à la fin de la journée, des fois, tu n'as même pas concrétisé la moitié de ce que tu étais en train de faire, même si tu as l'impression dans ta tête que tu as été vraiment productif parce que tu as fait 1 million d'affaires. Mais c'est 1 million d'affaires pas vraiment concrétisées. Tu sais, comme une poule, pas de tête, qui picosse un peu partout, sans vraiment picosser dans le bon tas. Puis ça, au bout de la ligne, c'est sûr que il y a le sentiment de compétence qui peut être diminué parce que si jour après jour, ta to-do list, elle augmente parce que tu vois que tu as des tâches de pas compléter, c'est un petit peu décourageant. Oui, puis ça a un impact sur l'estime de soi aussi, là. Ça a un impact sur l'estime de soi et sur l'épuisement aussi à long terme parce que ça peut devenir épuisant. Mais ça, on s'en rend pas compte là, quand on est dans le feu de l'action puis qu'on aime ça quasiment aussi avoir... Oui, on n'a pas on dirait qu'on est dans un monde où on n'a comme pas le choix. D'être des pompiers à tous les jours. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de vraies priorités. J'ai comme l'impression qu'on n'a comme pas le choix ou à tout le moins, c'est vraiment difficile de contrôler cet aspect-là de notre vie. Là, il faut que tu sois ultra discipliné pour pas tomber dans le multitask. Là. C'est hallucinant. Là. Je veux dire, tu sais, nos celles sont sur la table. Ils sont éteints. Le tien est éteint. Mais ce que je veux dire, c'est on peut être parfois 6 autour d'une table en train de manger. Il y a 6, parfois 8 cellulaires sur la table. Ça se met à buzzer. Puis là, on a tendance à vouloir regarder ce qui est rentré. Puis là, aussitôt que tu mets les yeux là-dessus, tu vois un texte, ça rentre de ton, je sais pas moi, de ton chum ou de tes enfants. Là, tu te mets à réfléchir. T'es plus là. Exact. En fait, on n'est jamais... C'est rare qu'on est vraiment présent. On est vraiment là dans ce qu'on est en train de faire, là. Mm-hmm. Ça, c'est épuisant, là. Exact, c'est épuisant. Puis ce que ça va avoir aussi comme conséquence, c'est que des tâches ultra simples vont devenir ultra complexes. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé
je sais pas, des fois... Quotidiennement. Ah! Tu peux avoir un texte à composer, il me semble que c'est facile, un texte, mais dans le fond, ça va te prendre quasiment 10 heures le faire parce que ça devient complexe. Donc, quand tu as des indices comme ça veut dire, tu sais, ferme vraiment toute distraction, puis opère sur une chose, puis soit vraiment, je l'ai en anglais, là, mais focus laser. C'est Ouais. vraiment... ouais. Tu conseilles... OK. Je comprends qu'il faut le faire, mais tu sais, dans le quotidien, si tu fais ça à quelque part, là, fais seulement ce qui est la vraie priorité ou la vraie urgence. Mettons que tu fais une tâche par jour, puis que tu es habitué d'en faire 12, mais là, tu te concentres sur une ou deux. Tu vas quand même être tout le temps dans l'urgence, non? T'es-tu déjà passé par ça, dans le sens où te dire, là, j'ai de la misère à dormir, j'ai de la misère à me concentrer, faut que je fasse de quoi, là, je me rends compte, je fais trop d'affaires, il faut que je discarde des choses. C'est déjà arrivé? Ben, en fait, passé par là? j'ai jamais eu de la difficulté à dormir, là, mais de me dire, OK, là, ça n'a pas de sens, mon niveau de productivité est vraiment diminué, puis tu sais, que tu as tellement de choses à faire qu'on dirait que tu essaies de faire des choses, mais tu sais qu'au bout de la ligne, tu te sens justement dans une phase un peu d'épuisement parce que tu as l'impression de courir vraiment, vraiment, vraiment vite, mais dans le fond, tu fais du surplace. C'est comme tu spins. C'est comme... Puis la conséquence de ça, tu sais, moi, j'ai fait du sport toute ma vie, OK? Puis j'essaie de garder le plus d'activités possible dans mon horaire. Je trouve ça tough. Mais, tu sais, l'autre conséquence, c'est t'es occupé, t'es éparpillé. Puis là, ce qui se passe, c'est que t'as jamais de temps pour aller t'entraîner. T'as jamais de temps pour rentrer l'activité. Fait que finalement, c'est comme un cercle vicieux duquel c'est vraiment difficile de sortir, là. Oui, C'est ben vraiment... c'est pour ça que j'ai aimé ton mot discipline. Je te dirais que ça, c'est très important puis ça sonne très bien dans mes oreilles. Parce que c'est par la discipline, c'est sûr que tu vas t'en servir, que tu vas t'en sortir. Puis tu parlais aussi, parce qu'il y a plusieurs sujets là, que tu m'as Oui, je t'en lance plein. Ça, c'est typique du gars qui a un déficit d'attention. Moi, je suis comme pop, Stella est en avant, elle dit, Caliste, t'en vas où, toi, là? Je prends tous les pop-ups cérébraux ici. Je les garde. Mais tantôt, tu as parlé, bon, des priorités, des urgences et tout. Moi, j'ai inventé, en fait, une feuille neurochrono où quand on fait du neurocoach avec des présidents d'entreprise et tout, qui ont une charge de travail quand même assez grande, on a les 2 gros cerveaux de la journée, puis on a, en fait, 8 petits cerveaux. OK? Les 2 gros cerveaux, ben aussi, je les appelle les éléphants, là, pour vraiment bien imager, c'est des tâches, là. Premièrement, tu n'as peut-être pas la motivation de le faire. Ça te demande vraiment de l'énergie, puis il faut que tu sois concentré. Mais normalement, tu commences par ces 2 gros éléphants-là. Puis après ça, tu fais les 8 lapins. C'est genre, il faut que tu appelles quelqu'un, tu as un message important à écrire, bon, etc., etc. Mais un coup que tu as fait tes 2 gros cerveaux, ben ta journée, là, c'est comme, tu as déjà enlevé une pesanteur très grande, puis tu as déjà ton sentiment d'accomplissement. Donc là, après ça, tu es en mesure d'être plus focus, moins déficit d'attention, etc., là, moins de multitask à travers ta journée. Mais c'est d'avoir la discipline de se concentrer puis de le suivre, tu sais, ta to-do list pour qu'elle fasse du sens aussi à travers la charge de travail de ta journée. Puis, pour revenir à ton exercice physique, ben ça devrait même pas être un élément, tu sais, un élément de dire ben je sais que c'est important, il faut que je le fasse, mais l'exercice physique, c'est une urgence. C'est vital. C'est vital. Exact. C'est vital. Est-ce que tu te demandes aujourd'hui, je vais-tu manger? Oui. Mais non, tu vas manger. Il y a des journées où je mange pas parce que ça va trop vite. Ouais, mais si tu passes 2 jours à pas manger... C'est clair. C'est clair, c'est juste que, tu sais, ça va... Tout ça mène à quelque part à sédentarité. Mm-hmm. Dans le sens où si tu n'as jamais le temps, mais ce qui se passe, c'est que tu fais jamais rien. Si tu fais jamais rien, je veux dire, tu sors pas de chez vous, tu es chez vous, puis là, on tombe dans un cycle où tu es tellement brûlé que tu as besoin de tes émissions de Netflix à soir, puis là, tu sais... Puis là, tu te déconstruis. Oui, tu te déconstruis. Parle-moi de l'impact de la sédentarité dans le monde, tu sais, occidental, parce que c'est vraiment probablement le fléau actuellement, tu sais, un fléau de santé publique, là, carrément, là. Ce rythme de vie-là qui mène à sédentarité, c'est pas sain, là. Oui, exact. Écoute, j'ai une image super intéressante pour ça. Dans le fond, tu sais, si on retourne vraiment il y a quelques années, mettons des centaines d'années, l'individu, tu sais, on a un corps qui est fait pour marcher, courir 20 km par jour.
On est des chasseurs aussi. Hein? Aussi. Ouais. Ben, c'est sportif, OK? On est fait à la base. On est fait pour bouger. Exact, on est fait pour bouger. Donc, prenons l'optique on est fait pour bouger, marcher, courir 20 km par jour. Ce qui est quand même considérable. Mais aujourd'hui, on ne s'en sert pas de ces capacités-là. Donc, c'est sûr qu'on est par la sédentarité. On a des diminutions de nos capacités, autant cérébrales, cardiovasculaires, musculaires, et j'en passe. Mais pendant qu'on est assis, c'est dans notre cerveau c'est notre cerveau qui le fait, le 20 km. Tu comprends? Le petit bonhomme qui court tout le temps, là, ben, c'est vraiment... c'est rendu cérébral, là, plus que dans notre corps. Puis ça, c'est sûr que ça a plein de répercussions. Donc... Gros impact. Gros impact. Non, mais ça cause, tu sais, il y a tous les problèmes qui ont engendré, tu sais, le diabète, l'obésité, tout ça découle à quelque part de la sédentarité, là, carrément, là. Fait que, tu sais, c'est à quelque part le fait de... Parce que là, tu sais, dans ton livre, puis dans ta business actuellement, ce que tu amènes, c'est de jumeler l'exercice mental avec de l'exercice physique. Mais là, si tu es en train, à cause de ton rythme de vie, de détruire ta santé physique et mentale en même temps à cause de la sédentarité, je veux dire, on voit de plus en plus de maladies de Parkinson, puis des maladies de dégénérescence cérébrale. Y en a-tu plus qu'avant? Il y en a plus qu'avant. Oui. Récemment, j'ai assisté à une conférence, puis on parlait d'une augmentation du taux de blessures psychologiques dans les dernières années en termes de pourcentage, je te laisse guesser. J'ai aucune idée. C'est quoi? Donne-moi un pourcentage. Je sais pas. Une augmentation des blessures psychologiques. Dans la dernière année ou... Il regardait sur 5 ans. OK. 50%, je sais pas. C'est-tu beaucoup? Écoute, c'est quoi? tellement C'est plus que 50%? big, là, c'est quoi? le pourcentage. On parle d'une augmentation de 1000%. OK. C'est quand même vraiment beaucoup, là. Quand on pense au stress, dépression, les gens qui ont moins de bonheur, le volet anxiété, puis tu sais, sur les plateformes du travail, ben c'est sûr qu'il y a aussi l'augmentation des performances. Donc, tout ça, ça a une répercussion. Les gens sont moins actifs. T'es-tu une fille stressée, toi? Stressée? Ouais. Non, je suis pas stressée. Tu sais... Tu peux rencontrer, mettons que tu as un problème de couple, tu te cherches un conseiller matrimonial, mettons, là. Ouais. Tu rencontres, je sais pas, moi, quelqu'un qui s'est marié, qui s'est divorcé 8 fois, et c'est peut-être pas la bonne personne pour nous conseiller, tu me suis-tu? Ouais, je te suis. T'es pas une fille stressée. Je suis pas une fille stressée, T'as réussi à pas embarquer dans cette espèce de rat race-là au niveau du style de vie, là, tu sais, où ce que là... on fait plein de travail en même temps, on prend pas le temps pour nous autres. T'es pas jamais rentré là-dedans? Je suis pas jamais rentrée là-dedans. Écoute, pour bien comprendre, dans le fond, j'ai 3 priorités vraiment fondamentales. Là, puis dans ma principale valeur de vie, c'est la santé. C'est sûr que peu importe ce que je vais faire, où je vais être, je pense tout le temps à qu'est-ce que je peux faire pour m'optimiser, dans le fond. Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma santé? Comment je peux faire pour m'améliorer? Tout le temps été comme ça? Tout le temps? Ouais, ça se passait comment quand tu étais jeune? Quand tu avais, je sais pas, 7-8 ans, là, c'était quoi tes intérêts? Tu te voyais-tu faire ça comme travail plus tard? Ça bougeait-tu chez vous? C'était-tu des sportifs? Ça avait l'air de quoi dans ta famille? Ben là, c'est vraiment un clash. Je peux vraiment utiliser le mot clash. En fait, je viens pas vraiment d'un milieu familial qui me permettait ça. J'étais quand même active dans le sens où j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps dans la nature, dans les champs, en fait, parce que à Saint-Luc-la-Chiguère, il n'y a pas vraiment de forêt, mais il y a plus des champs. Mais on n'avait pas un mode de vie axé sur la santé. Donc, c'est sûr qu'à 7-8 ans, non, là, je pensais jamais ça. Par contre, quand j'ai eu 16 ans, moi, ma crise d'adolescence, ça a été « je veux être en santé ». J'ai comme eu un cri du cœur qui me disait « My God, premièrement, j'ai arrêté de fumer à 16 ans. » Parce que à partir... Arrêté de fumer à 16 ans? Ouais. Attends un peu. Okay. Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé En fait, on avait notre permission de fumer la cigarette à l'âge de 12 ans. Fait qu'à 12 ans... La permission du village, la permission du maire, la permission de nos parents. OK. Ouais, c'est ça. Fait que je fumais la cigarette.
Puis j'avais assisté à l'école secondaire à... Attends un petit peu. Quand tu dis la permission, Christelle, ça veut dire que tu avais le droit de fumer dans la maison à 12 ans, t'asseoir à table avec tes parents puis fumer, c'est ça? Exactement. Non, mais en même temps, ça te permet de bien comprendre que j'avais pas Non, je comprends. Oui. un milieu familial qui avait des valeurs alignées avec ce que je suis aujourd'hui. Wow. Tu sais. OK. Ouais. Puis c'est ça, ce qui m'a vraiment créé un wake-up call important par rapport à la santé, c'est que j'étais à l'école secondaire, puis là, il y a eu toute une grosse pièce de théâtre sur l'impact que ça a, la cigarette, sur la santé. Puis moi, je m'étais jamais arrêtée à ça, là, tu sais. Tes amis fumaient-tu? Est-ce que tu avais des amis qui fumaient à ce moment-là, à 15 ans, mettons, là? Ouais. Oh, ouais, j'étais tout le temps dehors, je sortais au pause, j'allais fumer la cigarette. C'est tellement drôle de dire ça. Au secondaire, t'allais fumer au secondaire à pause? À la pause. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, après cette pièce de théâtre-là, que j'ai compris qu'on avait des cellules, qu'on avait un système cardio, puis des poumons, dans le fond, qu'il fallait préserver et tout, je me suis dit, my God, il faut que j'arrête de fumer. Puis... C'est une pièce de théâtre Ouais. qui a changé comme ta vie, quelque part. C'est ça? Ben, qui m'a raisonné à me dire, coudonc, c'est important la santé. Genre, j'avais pas vraiment le concept à 16 ans, parce qu'on dirait que tu l'as déjà, la santé, là. J'avais pas ce concept-là de me dire que ça pouvait être détruit. Non, c'est clair. Parce qu'à 16 ans, là, habituellement, ce qu'on veut, c'est plus de liberté, c'est sortir, c'est pas être plus en santé. Là. C'est très rare, en tout cas, là, qu'il y ait cette prise de conscience-là à 16 ans. Mm-hmm. Wow. Comment ça s'est passé, là? Je veux dire, là, tu fumes à 16 ans, puis là, tu prends conscience que là, mes poumons sont peut-être pas aussi roses qu'ils étaient, puis là, il faut que j'arrête de fumer. Faut que j'arrête de T'annonces ça à tes fumer. parents? Il se passe Ben quoi? oui, j'ai annoncé à mes parents, il faut que j'arrête de fumer. Puis là, je change mes amis parce que C'est clair. parce que je veux plus aller dehors et tout avec eux. Fait que là, ben, je me suis... ben, à ce moment-là, dans le fond, j'en avais pas d'autres amis, là. Fait que... C'était tous des fumeurs. C'était tous des fumeurs. Aïe, aïe. Y avait-tu des non-fumeurs à ton école? Ben oui, il y avait des non-fumeurs, mais... Les tu sais, profs, allaient-tu fumer avec toi à pause, non? OK. Ben, je les connaissais pas, tu OK. sais. OK. Fait que je me souviens, là, j'allais au centre de musculation, puis je faisais ma musculation là, sur l'heure du dîner parce que je savais pas quoi faire d'autre, dans le fond. Puis, à un certain moment, ben là, je m'étais inscrite au hockey cosum, au basketball, puis là, j'étais rendue plus avec des équipes. Mon réseau social avait vraiment changé. Puis, à la maison, ça m'a amené aussi à quitter vraiment, vraiment jeune, là. Je devais avoir à peu près 16 ans et demi quand j'ai décidé de partir parce que... ben, c'était pas aligné avec ce que je voulais, dans le fond. Fait que ça a été quand même une crise d'adolescence spéciale. Wow. Ouais, parce que, tu sais, tout le monde fumait à la maison. OK. Puis moi, j'avais Vous arrêté étiez de combien? fumer. Combien vous étiez à la maison? Ben, dans le fond, on est 7 enfants au total. Puis, il y a des plus vieux. Puis moi, dans le fond, on était peut-être 4 plus mes parents à être dans la maison. Puis tout le monde fumait. Fait que moi, j'étais comme, hey non, je pouvais pas rester là. Quel âge que t'as? Moi, j'ai 31. T'as 31. T'as connu les bars et les restaurants à fumer? Ben oui. J'ai connu ça. C'est incroyable comment la cigarette peut s'incruster partout. Moi, ce qui me faisait le plus capoter, moi, j'ai pas fumé la cigarette. Puis je sortais beaucoup là, pendant mon cégep, là, puis l'université, je sortais beaucoup. Puis tu revenais chez vous le soir, là. Moi, ça me faisait halluciner. Je me levais le lendemain matin, puis je me disais, c'est dégueulasse, man. C'est vraiment. Tu sais, si mon linge sent ça, puis je le lave, puis il sent encore, imagine ce que ça fait à mes poumons. Ça avait comme même pas de bon sens. Je sais pas si tu te rappelles l'époque où nos parents fumaient dans l'auto. Oh ouais, ben les moi, vitres fermées, tu vis ça? Tu te rappelles-tu j'ai de vécu ça? ça, là, ouais. Les parties de famille, là, tu sais, Noël, la famille vient à la maison, les oncles, les tantes, tu sais, puis là, tout le monde fume. Puis je me rappelle, il y avait des... C'est comme s'il y avait une nappe de brouillard là, au plafond. Exact. Où tu avais de la fumée, puis on avait les yeux tout rouges. C'était des yeux qui piquaient tellement il y avait de la fumée. C'est incroyable que, tu sais, qu'on ait vécu là-dedans. Aujourd'hui, Ouais. c'est impensable. Heureusement, ça a beaucoup évolué. Tu sais, tu croises une mère de famille qui fume la cigarette dans son auto avec les vitres levées, là. C'est comme... t'as envie de la chicaner, la personne. C'est comme inconcevable. Mais ce qui est capoté, c'est que des ados de 16 ans, ça quitte la maison habituellement parce que ils sont contre les règlements ou, tu sais, là, toi, on t'avait permis de faire quelque chose. Ouais, mais c'est ça, moi, j'étais comme quitté la l'inverse. maison parce qu'on t'avait permis de faire quelque chose.
Ben, en fait, c'était vraiment comme... Je voulais m'offrir des choix santé. Je voulais pas être dans un milieu où il y avait de la cigarette. Je voulais... C'est comme si je savais que j'étais pas nécessairement bien entourée puis que c'était pas ça que je voulais, dans le fond. Parce que... Puis ça, je l'ai su vraiment par la suite, là, mais tu deviens la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, c'est comme, à ce moment-là, je savais pas nécessairement cette règle-là, mais à l'intérieur de moi, ça me disait « Hey, il faut changer quelque chose, là. » Ça va avoir un impact sur tout le reste de ma vie. Mais puis ça en a eu un, parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu allais faire... T'as fait un bac, une maîtrise? Qu'est-ce que t'as fait? Un baccalauréat en kinésiologie. OK. Ouais. Ça s'est pas décidé à ce moment-là. Tu savais probablement même pas c'était quoi la kiné. Je savais même pas c'était quoi la kiné, mais à cet âge-là, je peux te dire que je savais que j'allais aller à l'université. C'était sûr, dans ma tête, c'était dessiné que j'allais faire cégep université ou qu'est-ce que ça allait m'apporter, je savais pas. Tu bougeais-tu à ce moment-là? Tu faisais-tu du sport ou pas pantoute à 16 ans? Ben là, tu sais, Avant que tu prennes la décision de quitter la maison, là. Ben avant que je prenne la décision de quitter... Oui, parce que j'avais commencé... déjà à t'entraîner. À m'entraîner, etc. Puis, ouais. Mais sinon, j'ai vraiment toujours été très forte volet cardiovasculaire. Tu sais, on avait des cross-country puis des choses comme ça. Moi, quand que je pouvais me le permettre, je demandais à mes parents de m'inscrire. Puis pour moi, aller courir en forêt et tout, tu sais, je savais que j'avais une facilité. Que même dans les Olympiades, j'étais tout le temps comme dans les premières. Donc... Fait que as-tu fait du sport de compétition par la suite? Parce que là, il faut carrément changer l'environnement. Puis tu as tellement raison. Tu sais, je veux dire, si tu tiens avec des gens qui sont négatifs, c'est pas long que tu vas avoir des pensées négatives, que tu vas être plus prompt, tu vas chialer un peu plus. Alors, tu sais, les gens avec qui on se tient, c'est à quelque part les gens qu'on devient. Mais là, tu veux te mettre en santé, tu te mets à faire du sport. Tu t'es-tu tenu avec des sportifs? T'as-tu trouvé des amis qui allaient faire du sport? Comment ça s'est passé pour les années qui ont suivi, là? Oui, ben je te dirais que ça a vraiment été une transformation, tu sais, de fois, d'année en année, là. J'ai toujours été dans le changement, puis à toutes les années, mettons, depuis que j'ai 20 ans, je fais vraiment un recensement, tu sais, de à quoi allait ressembler mon année. Ça a été quoi Qu'est-ce que j'ai vraiment fait comme objectif là, surprenant? Ça a été quoi les faits saillants? OK, parfait. Maintenant, après avoir fait le topo de l'année, qu'est-ce que je veux pour la prochaine année? Où je veux m'en aller? Qu'est-ce que je veux apprendre? Fait que, tu sais, je mets toujours un peu la table là, sur qu'est-ce qui s'en vient. Donc, puis avec, tu sais, quel sport je veux pratiquer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Donc, tout ça, c'est tout le temps bien défini. Mais, tu sais, pour arriver à la pensée que j'ai aujourd'hui, ben j'ai fait vraiment beaucoup de travail année après année. Non, c'est clair, c'est sans relâche, là, je veux dire, c'est pas... Ça, c'est un autre volet. On est une société de consommation, de gratification instantanée. Fait que, d'accepter qu'il y a un processus puis qu'il y a du travail à faire, les gens ont beaucoup de difficultés avec ça, là, ça leur prend un résultat instantané. La notion de travail devient plus difficile à entrer dans tes habitudes, là. Qu'est-ce que tu fais concrètement avec tes clients comme activité, là? Dans le sens où vous sortez dans le bois, là. Tantôt, tu m'as parlé de jouer du tam-tam, là, mais je ne sais pas, et ça peut aller jusqu'à où, là? Qu'est-ce que tu as fait de plus capoté avec des clients? Je dirais de plus capoter. Ouais. La petite affaire capotée que vous faites? Ben oui, dans le fond, moi, je fais vraiment sortir les gens de leur zone de confort, là. Le tout dans le plaisir, dans l'apprentissage, et je dirais... Le plus nice, en plus, il mouillait tellement, là. Il y avait des averses à plus finir cette journée-là. Puis j'avais quand même averti les gens qui devaient avoir, tout le kit dans un sac, manteau, linge de rechange, etc. Puis, en fait, j'ai loué un emplacement à Valmorin où il y a des montagnes. Puis, j'avais accès aussi à un lac privé. Et j'ai fait un parcours neurochrono sous le thème de leadership d'influence où j'ai eu, dans le fond, ces 12 personnes du groupe d'administration d'une entreprise qui s'appelle Rock Thomas International. Oui, tu m'as parlé de ça. Ouais. C'est une grosse affaire, ça, hein? Ah, ben, là, pour lui, dans le fond, c'était vraiment juste le groupe d'administration, mais après ça... Ça, c'est son staff à lui, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est son staff à lui. Puis plus tard, peut-être 3 jours plus tard, là, j'ai fait vraiment un de ses mastermind groups.
OK. Ça, c'était... Comment gros c'est cette affaire-là, là? Ben, Pour les gens qui connaissent pas c'est quoi, mettons, là? ben, en fait, qu'est-ce que tu veux dire comme en Ben, gros? En termes de personnes? Ben, c'est quoi le rayonnement que cette entreprise-là? C'est connu, là. Cette entreprise-là, elle est connue. Ils font quoi, eux? Ben, en fait, Rock Thomas, il travaille beaucoup en collaboration avec Anthony Robbins, hein, Ouais. qui est quand même une sommité mondiale. Puis lui, dans le fond, c'est un grand conférencier. Il donne des conférences partout dans le monde. Qui ont des mastermind groups, autant pour des gens qui ont atteint l'indépendance financière, qui veulent évoluer, devenir des high achievers encore Des plus. mastermind groups, c'est quelqu'un de très connu. Oui, exactement. Okay. Dans tout ce qui est développement personnel, il est auteur de 2 livres aussi. Il y a un super de beaux vidéos Goldcast, tu sais, les Goldcast qui sont super populaires et tout, puis qui est vraiment, vraiment... En tout cas, c'est une personne qui est reconnue internationalement au final. OK. Comment est arrivé à toi? Parce que t'es quand même jeune, là. Ouais! Ben attends, je veux juste te dire qu'est-ce que j'ai fait pour leur sortir de leur zone de confort, puis après ça, je te dis comment ils sont arrivés à moi. Ben en fait, c'est ça, eux... Si elle perd pas son chemin, je suis pas capable de la faire perdre son chemin. Je suis complètement perdu, c'est assez ça s'en va. On garde la track! Ouais, c'est bon. Vas-y, t'es bonne. C'est pas un test à passer, je suis tout le temps de même, vas-y. C'est good! Tu vois, dans le fond, on avait pris des kayaks, des paddles, des pédalos aussi parce que je trouvais ça trop drôle. Tu vas voir le volet un petit peu craziness, là, d'emmener de la folie dans mes activités. Ça fait partie de moi. J'aime ça quand c'est un petit peu drôle, qui sort de l'ordinaire, vraiment. Là, t'en avais 12 avec toi, c'est ça? J'en avais 12 avec moi, puis ça a commencé assez fort en leur faisant traverser le lac à la grosse pluie, OK, le vent dans le visage. Puis là, ils commencent l'activité de leadership d'influence où ils doivent faire du développement personnel pendant qu'ils avancent, qu'ils traversent le lac. Puis là, après ça, ils sont arrivés dans une forêt où, bon, tu continues à avoir des challenges cognitifs, mais c'est une forêt hors piste. OK. Fait que tu n'as pas une belle trail dans qui est broussaille, là, puis... Exactement. Fait que là, il y avait un panier avec des lunettes de sécurité pour pas que personne mange de... Ben, tu sais, qu'il y ait des branches dans le visage puis qu'il n'y ait pas de blessure, bien évidemment. Mais tu sais, là, les gens, ils vivent ça. Là, ils montent une montagne, puis après ça... Ils sont complètement déboussolés, là. Ils sont pas dans leur environnement normal. C'était-tu des Américains, genre qui arrivaient de la côte ouest, là? Il y en avait un peu partout, partout dans le monde, mais c'est surtout des gens qui demeurent dans la ville. Fait que pour eux, c'était encore plus, tu sais, imagine. Puis pas au Québec. Puis c'est fin septembre. Donc, l'eau du lac, là... C'est froide, là. Faut pas que tu tombes dedans. Mais tu devais avoir de la pression dans le sens où t'as 12... employé, entre guillemets, de Thomas, qui est une sommité, puis tu sais qu'à quelque part, ils vont te juger, là, parce qu'ils sont habitués, eux autres, d'être dans des trainings, dans des formations, dans des contextes où ils sont super stimulés psychologiquement ou mentalement. Tu sais, comment t'étais, là? Comment ça s'est passé? Parce que là, je reviens à la question que je t'ai posée avant que tu me ramènes sa piste, là. Ouais, puis après ça, on va retourner à l'autre piste, là, bien évidemment. Okay. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Mais t'es arrivé à toi comment? Ben, c'est ça, je m'en viens. Okay. Je m'en viens parce que ça, c'était l'autre piste. Parfait, on vient dessus, c'est beau, ramène-moi. C'est trop drôle. Okay. Juste à dire, dans le fond, l'élément vraiment, comment je pourrais dire, challengeant, dans le fond, pour moi, ça a été que c'est une activité qui s'est faite complètement en anglais. OK? Okay. Autant pour son mastermind group que pour les employés. Moi, j'ai appris à parler en anglais de manière plus sérieuse il y a 1 an. Puis, tu sais, je le pratique beaucoup à écouter, à écrire, à lire énormément des livres en anglais, mais de le parler, c'est une autre histoire, là. Ouais. Surtout quand t'as personne à qui parler en anglais. Non? Ben, tu sais, je peux me pratiquer avec des amis, mais on dirait que des fois, les amis, ils vont pas nécessairement te corriger, tu sais, ou... fait que tu continues à mal parler, t'es à Saint-Agathe, là, t'es pas à Westmount non plus, là, je veux dire, tu vas chercher ton lait, c'est en français, tu vas t'inquiéter ton char, c'est en français, là. Tout. Ouais, exactement. Donc, pour moi, de le faire en anglais, puis d'être comme juste la personne que je suis, puis de faire comme, oh my God, OK, I don't know how, tu sais, je sais pas trop comment on dit ça, but... This one is ta-da-da. Puis là, tu sais, je continue à expliquer, mais... Puis les gens, ils étaient tellement gentils, tu sais, ils venaient, dans le fond, me dire c'était quoi le bon mot et tout. Fait que
je m'en suis super bien sortie. Puis à la fin de l'activité, il y a un des participants qui me dit, écoute, moi, dans le fond, j'ai deux autres entreprises, puis lui il est en Caroline, dans le fond, aux États-Unis. Ouais. Puis il me dit, moi, j'aimerais vraiment ça que tu viennes faire ça aussi pour mes employés et tout. Wow. Fait que là, j'étais comme, nice! Tu sais, ça conclut bien une activité. Comment ils sont venus à moi, en fait, c'est qu'ils ont été à un hôtel dans les Laurentides, puis il y a une femme, Madame Suzanne, qui était mandatée pour trouver des activités. Fait qu'elle, elle a recensé plein d'activités pour le groupe de multimillionnaires de Rock Thomas. Puis, elle a été dans une activité de réseautage le soir à Saint-Sauveur. Et là, elle parlait avec Nathalie de la Chambre des commerces de Saint-Sauveur. Puis là, elle disait, Suzanne, elle dit, je sais pas qu'est-ce que je pourrais leur offrir, tu sais, pour qu'ils trouvent que c'est complètement révolutionnaire. Ça, ils s'en venaient ici, eux. Ils s'en venaient ici pour faire leurs 3 jours de retraite. Puis de vivre des choses qui sont uniques, qui ne se font pas ailleurs. Pourquoi elle avait choisi le Québec? En fait, Rock Thomas vient de Montréal. Ah, OK. À la base. C'est québécois, là. Oui, exact. Okay. Exactement. Fait que là, Nathalie, elle a dit, est-ce que tu connais Christelle Bourassa? Puis là, Suzanne a dit, ben oui, je la connais et tout. Fait que là, Nathalie, elle lui a dit, il faut absolument que tu les mettes en contact avec Christelle. Elle dit, c'est sûr que c'est l'activité qu'ils vont choisir et tout. Fait que finalement, je suis rentrée dans le processus. Elle m'a appelée, j'ai expliqué ce que je faisais. Elle m'a dit, oh mon Dieu, elle dit, c'est exactement ça. C'est pour des high achievers qui veulent se développer davantage. Fait que là, je suis rentrée en contact avec Tania, une chargée de projet, dans le fond, pour l'événement à Ibiza. Puis j'ai passé une entrevue. En anglais. Tu l'as passé à Ibiza, ton entrevue, ou tu l'as passé ici? Je l'ai passé ici, devant l'écran d'ordinateur. Et de là, parmi 30 activités qui étaient dans les Laurentides, Mirabel même et tout, j'ai été l'activité sélectionnée au final pour Rock Thomas International. C'est le fun quand ça rentre, ces affaires. Tu sais, la réponse, là, tu reçois la réponse qui confirme que mon tu Dieu. choisi. C'était où? Parce que est-ce que c'est une de ta carrière est quand même pas très longue jusqu'à maintenant, tu es toute jeune, tu as sorti de l'université, tu avais quoi? Tu avais 22 ans, 23 ans, puis là, par le temps que tu partes ton entreprise, ça s'est-tu fait rapidement? Ben, tu vois, je suis sortie plus tard de l'université parce que j'ai tout fait un peu à retardement, tu sais, comme moi, mon secondaire. Tu multitasquais ou... Je multitasquais tellement, là! Non, mais c'est parce que j'ai eu des échecs scolaires. Pour vrai? Ben, ouais. Fait que... Pour vrai, t'étais poche en quoi? Tabarnak dans tout, je pense. Pour vrai? Ouais, parce que je comprenais pas trop, dans le fond, pourquoi j'allais à l'école, pourquoi on était à l'école, dans le fond. Fait que moi, j'étais tout le temps... j'étais un déficitaire d'attention, mais très lunatique. Fait que j'écoutais jamais la professeure en avant, donc j'avais des résultats assez lamentables. Puis j'ai eu des échecs, vraiment primaires, secondaires. Puis j'ai même été aux adultes parce que j'ai fini le secondaire, j'avais 19 ans. Et tes mathématiques, c'était pas bon, là, hein? Ah, ben... Mathématiques, physique, comment c'était? Quand je me suis réveillée, dans le fond, puis que j'ai décidé de devenir vraiment bonne à l'école, là, ça a été une autre histoire, là, comme le cégep. C'est sûr, je l'ai pas fait sur 3 ans, je l'ai fait sur 2 ans, comme la majorité des gens, mais je l'ai fait sur 3 ans. Mais j'étais l'élève référence au cégep de Saint-Jérôme parce qu'il y a le carrefour des sciences humaines. Et j'ai été animatrice là parce que, en fait, puis j'ai même terminé avec une coteur de 34. Donc là, les mathématiques, que ce soit emmène-moi-en des probabilités. Ah ouais? Puis, j'avais pas de... T'es rattrapée, là. Ouais, je me suis vraiment rattrapée. Puis après ça, dans le fond, j'ai fait l'université qui aurait dû prendre 3 ans, mais je l'ai fait comme en 4 ans et demi. Fait que t'es sortie à quel âge? Ben écoute, je suis sortie, je devais avoir 25-26. Ah ouais? Okay. C'est ça. Ça ressemble pas mal à mon parcours. Je suis sortie tard, moi aussi, de l'université. Oh, 25-26 ans. Fait que là, ça fait... T'as 32? 31. T'as 31. Fait que t'as parti ton entreprise quand? Est-ce que t'as travaillé dans un emploi par la suite? Quand t'es sortie de l'université, qu'est-ce que t'as fait? J'ai parti mon entreprise Formée Santé pendant que j'étais à l'université. J'ai parti ça en 2009. Puis par la suite, là, c'était comme... J'avais pas d'endroit physique, là. Je cognais à des portes, puis j'allais vendre de l'entraînement à domicile, des évaluations de la condition physique. J'avais parti des cours de groupe aussi au lac Conley à Saint-Hippolyte, où je faisais faire de l'aquajogging.
Ok. Imagine, tu sais, Ouais, t'es ouais. dans un lac, puis les gens, ils ont juste une petite ceinture ici, puis t'as juste la tête qui sort de l'eau, puis là, les gens, tu sais, moi, j'étais en avant, puis là, ben, j'animais le cours de groupe, c'était super drôle. Et puis, par la suite, j'avais un petit rêve qui était d'avoir une clinique, dans le fond, à Saint-Sauveur, un bureau professionnel de kinésiologue, chose que j'ai fait. Dans le fond, j'en ai eu un à Saint-Saul, un à Prévost. Puis récemment, en 2017, parce que à travers tout ça aussi, j'avais parti Neurochrono. Et dans le fond, en 2017, j'avais une partenaire d'affaires dans Neurochrono et j'ai repris l'entreprise à 100%. Puis j'ai décidé de vraiment, comme, plus nécessairement avoir des cliniques où je faisais vraiment du one-on-one, mais j'étais vraiment plus intéressée à sortir, mais pas être dans un bureau, puis d'être confiné à un endroit, mais plutôt de faire des choses qui m'animent réellement, tu sais, au final. Puis je trouve vraiment mon compte dans Neurochrono avec le neurobusiness, à aller faire vivre des groupes, tu sais, des expériences complètement fantastiques que, tu sais, en plus, tu sens que tu as vraiment généré une croissance chez ces personnes-là. Tu sais, une croissance par leur apprentissage, par l'expérience deep, entre guillemets, qu'ils ont vécu. Puis, en passant, dans le fond, aussi, tu m'en avais déjà... tu m'avais demandé des brides d'informations là-dessus. Quand que j'ai terminé de faire le Mastermind Group de Rock Thomas, il y a un des participants qui m'a écrit. Puis, il était comme, « Christelle, ce que tu offres, c'est tellement, là, il dit, it's a deep experience, puis les gens sont affamés de ça. Il n'y en a pas, puis là, il était comme, je veux t'acheter une franchise. Mais en contexte, lui, il habite à LA, en Californie. OK. Fait que... On est quand, là? Quand ça s'est passé, on est le mois passé. Le mois passé. Fait qu'entre la première fois où on s'est rencontrés, toi puis moi, puis aujourd'hui, ça bouge beaucoup, là. Ouais, là, maintenant, j'ai un partenaire de développement Neurochrono à LA, en Californie. Wow! Yeah! Super! Ouais, je suis pas contente. Ça aussi, c'est un beau cadre à recevoir, non? Mais tu sais, c'est comme... en fait, dans ma... En tout cas, je sais pas si c'était ça, là, mais tu sais, un calendrier d'objectifs, là, de business, personnel. Des fois, il y a des objectifs qui peuvent paraître complètement audacieux, puis tu te dis, bon, je sais pas trop dans combien de temps je vais l'atteindre, mais mettons que moi, je l'avais figuré dans 5 ans, je me disais, je veux faire vraiment du développement en Californie. C'était comme un de mes rêves d'atteindre ces objectifs-là. Puis aujourd'hui, tu sais, je l'ai, là, ça se passe maintenant. Pensais-tu que ça allait se passer aussi jeune? Parce que t'es jeune, pareil, là. Ça n'empêche pas que tu peux pas avoir des opportunités à l'âge que tu as là, puis, tu sais, de bâtir une business, puis de te retrouver en Californie, qui me fait vraiment chier, parce que ça serait vraiment cool de mettre les pieds là-bas plus souvent, Claudie, mais je trouve ça le fun pour toi. Mais pensais-tu que ça allait se produire aussi jeune que ça? Pas aussi vite. Non, je pensais pas, mais c'est là. Donc, go. Tu te sens-tu prête? Ben oui, je me sens très prête. Ouais. Oh, okay. ouais. Là, ça va se passer comment concrètement? Là, je veux dire, lui va prendre en charge le développement de ce système. C'est un système de formation, dans le fond. C'est ton système, lui, il va aller le développer là-bas. Il va... Ben lui, il est là-bas. Dans le fond, là, on a déjà fait tout un plan stratégique de développement. Puis moi, je suis vraiment là aussi pour l'assister et tout, parce qu'il y a des pitchs de vente. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on se voit vraiment comme un team. Puis comme on a appelé un peu notre thème, c'est « Let's walk together before run ». T'sais, on va commencer à faire comme des pilot cases et tout. La vente est commencée là-bas. Il y a des beaux résultats jusqu'à maintenant. Puis, aussitôt qu'on va commencer à avoir des rencontres avec les entreprises, dans le fond, ça, c'est le moment où je trouve ça vraiment drôle, c'est qu'il va dire « OK, je vais vous présenter ma partenaire from Montreal. » Puis là, je vais être connectée par Skype. Oui. Pendant que lui, il va donner son pitch ou qu'il va faire vivre une expérience ou quoi que ce soit. Moi, je vais être là, tu sais, comme avec lui. On est vraiment partenaires. Puis s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, moi, je vais être live, tu sais, sur... déjà des contrats là-bas? On n'a pas de contrat pour le moment. Dans le fond, on a terminé là, la signature légale et tout, des non-disclosure agreements, puis bon, toutes ces choses-là un petit peu plus légales. Mm-hmm. On a terminé, dans le fond, la semaine passée, là. Fait que c'est assez récent. Félicitations. Tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un, dans le fond? Vraiment, là?
J'ai déjà travaillé pour quelqu'un. Mais depuis que t'es sorti de l'université, c'est pas... Oui, dans des gyms, parce que je voulais comme... j'avais la mentalité de ça me prend de l'argent pour faire de l'argent, là. Tu sais, Puis j'avais mon bureau, puis j'avais tellement de choses à payer que je me disais, ben il faut que j'aie un emploi, voyons donc, pour payer mes choses. Donc, je travaillais, ça avait même pas de sens, ça. Je travaillais, puis en plus, j'avais des clauses de non-compétition, parce que j'avais le même domaine. Fait que je travaillais à La Fontaine. Non, pas à La Fontaine, à Fontainebleau. À Fontainebleau, dans un énergie cardio. Et je travaillais aussi à Tremblant comme animatrice d'un gym où je pouvais faire des cours extérieurs et tout. Fait qu'entre Tremblant, mon bureau, puis vraiment plus Blainville, ben c'était comme ça un petit peu que j'ai fait ça pendant pratiquement 1 an. Puis c'est là, je peux te dire, là, j'ai travaillé pour des gens en étant kinésiologue. Mais ça n'a pas été long. Ah non, ça n'a pas été long. Quand que je me suis réveillée, puis que je me suis dit, ben non, ce temps-là, il faut que je le prenne pour aller me chercher des clients, puis de là, je vais avoir, tu sais... C'est le feeling d'être d'une boîte aussi, là, tu sais, dans le sens où c'est pas vraiment tes clients, il y a plein de décisions qui se prennent dans l'entreprise qui sont pas les tiennes, tu te dis, aïe, moi, je gérerais pas ça de même, je ferais d'autres choses. Puis, fais-moi penser, parce que je risque de l'oublier, là, mais j'aimerais ça qu'on se reparle tantôt, qu'on se trouve un petit 5 minutes pour se jaser de créativité, là. Mais quand tu es dans une boîte, là, à quelque part comme ça, où tu as besoin de créer des affaires puis que tu travailles pour quelqu'un, carrément, tu peux tuer la créativité. Tu peux tuer ta créativité à pas te sortir de là. Créativité, ton livre. Ouais. Ton livre, là, il s'est écrit quand? Mon livre, c'est écrit... il a été publié en 2016. Mm-hmm. OK. Ça m'a pris 3 ans à l'écrire, dans le fond, quand je suis sortie de l'université en 2013. Ça précédait ton système de formation. Oui, exactement. Ouais. Parce que, à défaut d'avoir fait maîtrise doctorat, moi, j'ai décidé d'écrire mon livre. Comment on écrit un livre? Comment ça arrive, ça? Je veux dire, là, c'est vraiment un livre. C'est super intéressant. Il est beaucoup d'informations, très, très, très denses. Alors, moi, ça m'a pris un peu de temps de lire, fait que je pouvais pas lire genre plus que 3 pages par jour, il y a trop de stock dedans, mais très, très bon, là, tu sais, très bon livre, c'est bien écrit. Là, tu l'as écrit seul? Je l'ai écrit seul avec l'aide d'un mentor, qui est Richard Monpetit, qui en fait était mon client. Je faisais de l'entraînement privé et tout, puis à un moment donné, il m'a dit, puis lui, juste mettre une petite mise en contexte. En contexte, c'est que lui, il est retraité de l'Université de Montréal, puis il a été médecin. Bon, il a accompagné plusieurs étudiants dans leur doctorat, puis il m'avait mentionné, tu sais, Christelle, tu as déjà ton entreprise et tout, qu'est-ce que tu vas faire avec un doctorat en kinésiologie? Mm-hmm. Super bonne question. Puis jusqu'à ce moment-là, moi, j'étais comme un peu prise dans le système. Que tu t'étais pas posé non plus comme question. Posé ça. Donc, c'est une question importante. Hein? Il m'a dit, tu devrais plus évoluer en tant que femme d'affaires, tu sais, puis aller toucher à plusieurs branches. Puis après ça, si ça te tente, tu iras prendre quelques années, faire ton doctorat et tout. Puis de là est venue l'idée de, si ça te tente vraiment de te former puis d'écrire une thèse, etc., ben pourquoi t'écris pas un livre? À place. Puis il m'a suggéré de, dans le fond, m'accompagner là-dedans, de m'envoyer des articles scientifiques et tout, puis d'aligner un peu plus, dans le fond, ma pensée. Fait que j'étais pas toute seule dans ce processus-là. Il était vraiment là, si j'avais des questions ou quoi que ce soit, pour m'orienter. Le sujet du déclin cognitif, c'est-tu quelque chose que c'était clair que tu allais écrire là-dessus avant que tu commences le livre, ou là, tu t'es dit, OK, je vais écrire un livre, mais là, il faut que je me trouve un sujet qui va me passionner? Je savais que ça allait avoir un lien avec l'exercice physique et le cerveau, mais après ça, ça s'est vraiment dessiné à travers les différentes recherches que j'ai faites, les lectures et tout, puis de là, bon, le montage d'une page des matières, du différents contenus, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Peut-être tu parles de compte en banque cognitif. Ouais. Tu as des bons concepts là-dedans. Ça, c'est tout de ton cru. Là. C'est tout de ta propre créativité. C'est ça? Exactement, oui. Non, tu sais, tantôt, je te parlais d'être dans une boîte. Là. Tu sais, ce projet-là de studio, puis le projet de faire des enregistrements, puis de parler à du monde, puis d'avoir des conversations, puis de mettre le spot sur des entrepreneurs, puis essayer d'aider des jeunes à travers tout ça. C'est des affaires qui m'habitaient depuis bien longtemps. Puis à quelque part, ben, avant de te lancer dans des projets comme ça, tu as une genre de certaine stabilité, là. Je dirais une stabilité financière. Puis
Alors, c'est des affaires que je reportais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Tu sais, moi, j'ai été en business pendant, je te dirais, une quinzaine d'années dans un secteur hyper réglementé, dans un milieu où, tu sais, l'espace, la créativité, il y en a plus ou moins. Où ce que les délais, on marche à des délais très, 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 très courts, où ce on doit rentrer de la production à tous les jours, à tous les mois. Alors, je me rends compte aujourd'hui que j'ai été hyper focusé parce que je performais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon entreprise, elle roule encore aujourd'hui, là, mais j'ai été concentré sur quelque chose en particulier pendant 15 ans. Je ne me suis pas intéressé à bien d'autres choses à l'extérieur de la boîte. C'est comme si, à quelque part, mon cerveau avait été stimulé sur une seule chose, puis que j'avais oublié qu'il existait d'autres choses. Puis quand j'ai commencé à juste me permettre de souffler un peu, puis de juste regarder en dehors de la boîte, ça a été comme une explosion de créativité. C'est comme si je découvrais que j'avais tout ça en moi. C'est comme si aujourd'hui, je me dis, coudonc, finalement, je suis un artiste, moi. Passer d'un secteur plutôt très conservateur, là, attends un peu, je suis en train de créer des affaires. Moi, je pense, puis tu me diras que si tu penses de cet énoncé-là, là, mais moi, je pense que l'être humain a besoin de s'exprimer beaucoup, 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 là. Puis la créativité, je pense qu'elle est importante, sinon nécessaire, d'avoir l'impression que tu crées quelque chose. Tu sais, de voir le résultat aujourd'hui, tu es en train de ramasser des contrats tripants, là. Tu lances ou t'expands ta business en Californie. C'est carrément sorti, à quelque part, c'est le résultat d'une créativité. Tu as créé un système de formation, tu y as cru. Là, aujourd'hui, puis tu étais sûrement convaincu que ça allait marcher un jour, là. T'as pas le choix d'être convaincu. Ah non, t'as pas le choix d'être convaincu. Puis des fois, on se convainc soi-même. Elle est où l'espace de la créativité aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Y en a-tu plus à cause des technologies ou il y en a moins? Comment tu vois ça? Parce que tu côtoies du monde à tous les jours qui ont des postes importants, des postes de haute direction, des cadres intermédiaires, whatever. Il y en a-tu de plus en plus? Il y en a de moins en moins? Ah, c'est très interindividuel, là. C'est vraiment, ça dépend des individus que je côtoie. Puis tout ça va être en relation, dans le fond, avec le niveau d'énergie mentale. Plus une personne est ressourcée, plus on va voir son niveau de créativité augmenter. Puis ça, je travaille beaucoup, entre autres, en collaboration avec Jean-Michel Pelletier, qui est un psychologue vraiment ultra réputé au Québec en motivation. Mm-hmm. Puis lui, il est vraiment dans ça, l'augmentation de l'énergie mentale, ressourcement. Puis c'est vraiment ça qu'on voit, là. Plus une personne est ressourcée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, justement, que cette personne-là prend des temps d'arrêt, qu'elle a son exercice physique, même au niveau de la nourriture, le contact avec la nature. Bon, tu sais, comme un peu ce que je t'expliquais, là, comment un humanothèque fait pour être un humain, ben c'est dans comment on fait pour se ressourcer mentalement, comme notre technologie, notre ciel, etc. Lui, il a besoin de se brancher dans le mur parce que sinon, je veux dire, s'il n'est pas rechargé, ça va jamais fonctionner. Ben, l'humain, c'est un peu la même chose. On a besoin de se reconnecter dans le monde dans lequel on vit, le vrai monde, le monde qui est pas artificiel ou, tu sais, parce que dans le fond, je veux dire, l'image que tu montrais tantôt, c'est qu'on est complètement déconnecté de la réalité à quelque part, là. Exactement. Puis, tu sais, d'être plus connecté chez certains individus, ça peut amener un niveau de créativité parce que ça peut... Mais comme je te dis, c'est vraiment en lien avec le ressourcement, avec ton niveau d'énergie mentale. Tu vas avoir la créativité. Puis il y a des milieux favorables à la créativité, d'autres qui le sont moins. Puis j'ai commencé récemment à faire du yoga. Ouais. Puis je pense que tu en fais sur une base assez régulière, c'est ouais. ça? Puis je me suis rendu compte récemment, en commençant à faire du yoga, comment il était temps que je restimule mon cerveau, puis que je commence à m'occuper de ma tête, puis que je me regrande, parce que ça me fait peur, parce que, tu sais, le but du yoga, ou en tout cas de la méditation que tu peux faire à travers le yoga, c'est de calmer ton esprit, c'est de te refocuser, et je te le dis, OK, puis c'est encore difficile, puis je veux dire, c'est comme n'importe quel sport, j'imagine, le yoga, ou, tu sais, la méditation surtout, c'est... Il faut que tu t'entraînes là-dessus. Ouais. Mais j'étais incapable
de rester focus sur aucune pensée l'espace d'une respiration. Ouais, heureusement, ça s'entraîne. Heureusement, ça s'entraîne, mais en même temps, c'est très, très, très épeurant quand t'en prends conscience parce que c'est comme t'es dans le bruit dans ta tête constamment, et c'est difficile de faire abstraction de ce bruit-là quand finalement, ça devient ton monde. Tu connais rien d'autre que ça, là. C'est comme... Mais parle-moi du yoga, ça a-tu toujours fait partie de... Ça fait-tu partie de ta vie? C'est-tu quelque chose ça fait partie de ma vie, tout ce ou qui la est... méditation? La méditation fait vraiment et réellement partie de ma vie. Idéalement, je fais de la méditation à tous les matins, puis le soir, je fais plus une méditation qui est guidée. OK. Donc, je vais écouter... j'aime bien en ce moment Deepak Chopra. Donc, que je vais carrément écouter ses méditations, puis souvent même, je m'endors avec ça. Dans le fond. Fait qu'à un moment, tous les jours, c'est rentré dans ton horaire, là, dans ton agenda. Là. Fait que ça fait partie... Est-ce que ça fait partie de ton éléphant? Ça fait partie de Christelle Bourassa. C'est pas dans les éléments business ou que je veux travailler ou ça fait partie de moi, là, tu sais. Okay. C'est sur ma to-do list à moi. Qui doit être faite à tous les jours. Est-ce que tu réussis à le rentrer à tous les jours? Y a-tu des jours où tu peux pas? Il y a des jours que je peux pas, mais je vais essayer de me rattraper le soir. Puis quand que je peux pas me rattraper, ben, coudonc. Tu sais, je vais pas m'en faire, là, mais souvent, c'est que ça va être complété à moitié. Ou sinon, je trouve le moyen de le mettre à travers ma journée. Tu sais, si je suis en train de parler au téléphone, ben moi, je vais être en position de yoga. Alors, comme la photo qu'il y a là. Comme la photo qu'il y a là. Parce que ça, c'est comme, je pense que c'est ta pose chétif. Comment on dit ça? C'est ta pose... fétiche. Fétiche, c'est ça? Chétif. J'allais dire chétif. Chétif, c'est quoi? C'est maigre, ça, hein? C'est ça? Chétif, c'est maigre. C'est mince. Non, c'est ta pose fétiche. Tant dans le bois, sur le bord de l'eau, en voyage, j'ai vu des photos de toi dans ce pose-là à New York, je sais pas trop quoi, avec des amis. J'ai vu ça sur le bord d'un lac, j'ai vu ça. Puis là, je suis tombé sur celle-là qui a été prise à l'hôpital. À l'hôpital! Là, t'étais pas visiteur là, à ce moment-là. Là. Non, j'étais connectée puis prise à l'hôpital. OK, c'est quoi le contexte? Parce que t'as vraiment pas arrêté, t'en as fait aussi là-bas, là. Ouais, ben tu vois, exactement sur cette photographie-là, c'est la première journée où je suis connectée à de la nourriture, à des nutriments qui viennent nourrir mon organisme, et ça faisait 4 jours que j'étais complètement privée. Je tripais ma vie dans le sens où j'ai tellement une conscience de l'importance des nutriments. Moi, je me disais, my God, mes muscles et tout. Puis même si j'étais étourdie, là, puis que j'avais de la difficulté à marcher parce que t'es comme plus faible, rendu à un certain niveau, ben j'allais le faire quand même. Puis... Non, mais là, il se passe quoi? T'as eu un accident? C'est quoi qui s'est passé? Oui, dans le fond, j'ai eu tout un accident, l'accident de ma vie jusqu'à maintenant. OK, ça te dérange d'en parler? Non, ça me dérange pas d'en parler. En fait, j'étais un 29 novembre 2017. Donc, ça fait pas encore un an. Eh oui. Bientôt, tu vas fêter ça. Et... C'est passé quoi? J'étais dans une activité de réseautage qu'on appelle le BNI, Business Networking International, de référence en or, donc à Saint-Jérôme. Et, les gens viennent me voir. Salut Christelle, Moi, j'ai mon portable d'une main, un thermos de l'autre. Et, alors, tu multitasques physiquement? Oui, mais en même temps, ça fait partie du quotidien. Là. Ouais. Et, t'avais-tu tes bottes lunaires dans les pieds? Ah non, j'avais d'autres bottes spéciales. OK, vas-y. Et je me mets à marcher. Et par inadvertance, il y avait une petite flaque de café que, moi, j'ai pilé dedans, qu'est-ce que tu veux. Et ça m'a fait perdre l'équilibre. Mais toute une perte d'équilibre. Genre que mes pieds, c'est difficile un peu de l'expliquer, là. Normalement, je le mime, mais mes pieds étaient vraiment vers l'arrière. Puis mon centre de gravité, j'avais de la difficulté à me remettre droite. Tu sais, j'étais vraiment sur le bord de tomber. Fait que je me suis mis à essayer de ramener une jambe, tu sais, en avant de l'autre. Mais en faisant ça, je prenais de la vitesse. Puis c'était quand même assez... tu sais, il y avait de la place, là. Fait que je prenais de la vitesse. Et j'allais rentrer dans un groupe de 40 personnes. Fait que là, dans ma tête, ça se passe super vite, mais dans la tête, ça se passe super lentement. Tu t'es lancé par terre ou quoi? Ben non, j'ai juste eu le temps de tourner un tout petit
peu mon corps pour pas rentrer dans les 40 personnes pour pas que ça fasse comme l'effet tombé? boule de quille. Et j'ai lancé mes choses par terre. J'ai levé ma tête parce que je regardais où je m'en allais. J'ai levé ma tête. Donc, ma gorge, mon cou en complète extension et je suis rentrée gorge première à toute vitesse dans une table. Wow. Et Ça devait être de toute beauté. Non? ben, ça a fait en sorte que... C'est des moments gênants, mais celui-là, tu t'en fous parce que là, t'es blessé, là. T'es vraiment blessé. Alors, T'es non, blessé, je suis vraiment, vraiment blessée. Genre, je ne pouvais plus respirer. C'était le feu dans ma tête, jusqu'à dans mes oreilles, dans mes yeux. J'avais la gorge complètement démolie. Je savais pas qu'est-ce qui se passait exactement, mais ça se passait vite. Puis j'étais comme, my God! Tu sais, je me suis même demandé, je vais-tu mourir? T'étais plus capable de respirer à ce moment-là, Non, je respirais pas pantoute. Puis là, je me suis dit, fraction de seconde, ben t'es-tu malade? Tu vas pas mourir, tu vas pas mourir aujourd'hui, puis Comme encore ça, moins de là. même. Voyons! C'est du café. La fille, elle fait du ski. Tu sais, puis là, t'as un avion. Hein. Toutes les activités incroyables. Mais non, là, j'étais comme, ça se peut pas. Fait que là, j'étais déjà en train de penser à me faire un trou dans la gorge, tu comprends, parce que je respire toujours pas. Mais là, il se passe quoi? Il y a du monde autour qui te Il y a voit, du monde puis autour de moi, tout le monde est comme, personne ne sait quoi faire. personne ne sait quoi faire, ils savent pas trop ce que j'ai non plus. Il y a des gens qui me tendent un verre d'eau, puis là, je suis comme, j'ai juste fait un mouvement de stop, on arrête, je me suis mis en indien par terre, puis là, je tenais ma gorge, puis j'étais comme... Je me forçais, puis là, à un moment donné, je me suis mis à cracher du sang. Et Étais-tu capable de respirer un peu? là, Ouais. quand j'ai commencé à cracher le sang et tout, j'ai été capable de respirer. Là, j'ai demandé à quelqu'un d'appeler les ambulances avec une voix rauchée parce que j'avais pas la voix que j'ai présentement. Et j'ai levé ma main parce que je savais qu'il y avait un chiro dans la place qui s'appelle Michael. J'ai levé ma main puis j'ai demandé sa présence. Sa main est venue prendre la mienne. Wow. Puis, dans le fond, je lui ai demandé, ma gorge, elle enfle. Ma gorge, elle enflait tellement, là, je sentais que c'était toute serrée. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Non, puis là, tu t'aurais pu arrêter de respirer. Là, Ouais, moi, j'étais comme, il faut que je fasse quelque chose, là. Fait que là, il m'a dit, il faudrait mettre du froid. J'étais comme, amenez-moi de la glace! Fait que là, tu vois la fille d'action un peu qui est comme... Elle passe des commandes, elle est couchée, elle est pas train de mourir. Let's go! Let's go! Opérez-moi. Amenez-moi les affaires! Fait que finalement, ils m'ont emmené de la glace. Puis là, Daniel, j'étais comme, je peux pas rester là. Je pouvais pas rester là en indien à me dire, si à saigner de même, puis... Non, mais là, l'ambulance était calée. Là, L'ambulance était calée. Ouais. Mais je suis pas pour attendre quand même que l'ambulance elle arrive. Fait que j'ai pris la main de la personne qui était à côté de moi qui s'appelle Mathieu, puis j'ai fait comme, on s'en va à l'hôpital right now, décommande l'ambulance. Puis là, il m'a emmené à l'hôpital. Puis rendu à l'hôpital, dans le fond, au final, c'est comme si j'avais pris un couteau puis que je me suis ouvert la gorge, mais de l'interne. C'était une lacération complète. De quoi? De quelle partie de ton corps? La trachée? Ou c'est quoi? Le pharynx. Le pharynx? Puis, dans le fond, ben, j'ai une photo là, que j'ai prise parce que j'étais trop un peu impressionnée de ça. Puis, ça a fait en sorte que j'avais pas le droit de boire aucun liquide parce que... Tu peux pas manger, c'est sûr, là. Non. Puis, ils m'ont fait boire un petit liquide là-bas. Puis, le liquide est allé directement dans mes poumons. Ben oui. Puis, c'était en contact direct avec le cœur, les poumons. Wow. Puis, dans le fond, j'ai été mise sur les antibiotiques tout de suite. Puis, de là que j'ai pas eu le droit de manger, boire, ni avaler ma salive pendant plus de 10 jours. Hein? Toute une épreuve. Tu vas la bouche sèche. Pas à peu près. Pour de vrai. Wow. Pour de vrai, là. Pour de vrai, c'est comme... c'était quelque chose. J'ai vraiment eu faim. Tu sais, au-delà, les premières 24 heures, c'est sûr, j'avais super mal. Mais après ça, j'avais faim. Mais t'as-tu eu une intervention chirurgicale? Ils ont-tu opéré quelque chose ou c'était seulement... Heureusement. On met au repos puis on attend que ça guérit? Ils ont décidé après le 2e jour qu'on allait attendre que ça guérisse. Puis la seule chose, c'est qu'ils ne savaient pas comment m'intuber. Parce qu'avec le tube, il y avait trop peur de reblesser davantage la lacération. Oui. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment dans un mode de privation intense. Ça aurait pu mourir. Ben ouais. Mais heureusement, après 12 heures que j'étais à l'hôpital, j'ai décidé d'écouter une méditation parce que, premièrement, je voulais complètement me déconnecter de l'environnement. Fait que j'ai créé mon propre monde. C'est pas un environnement super excitant, hein? Non, mais je te dis, j'avais tout le temps mes écouteurs, j'étais pluguée là, 24 sur 24. Je voulais pas entendre les gens souffrir, je voulais pas être dans ce monde-là, mais pas du tout. Fait que là, je me suis mis à écouter une méditation, puis ça a dit, la première phrase, c'est « Prenez tout ce qui vous arrive comme si c'était un miracle. J'étais comme,
OK. Là, tu imagines, j'étais à l'hôpital, là, j'ai de la misère à dormir, puis je crache du sang, j'ai la gorge défaite. Et par la suite, ça disait, pensez à tout ce qui aurait pu vous arriver si vous n'aviez pas vécu ce que vous avez vécu. Là, j'étais comme... C'est dur à t'imaginer ce qui peut arriver. Là, je l'ai imaginé pareil. Je me suis dit, aïe, aïe, j'aurais pu avoir le cou cassé, j'aurais pu en perdre ma voix, j'aurais pu avoir un trou dans la gorge, j'aurais pu. Puis j'étais comme, my God, je suis donc bien chanceuse! Il y a plein d'affaires qu'on prend pour acquis. On prend pour acquis un paquet de choses. Ah, mais quand puis je suis sortie... on n'en prend souvent pas conscience jusqu'à temps qu'il nous arrive quelque chose comme ça. Mais dans le fond, c'est un peu... C'est banal. C'est banal dans le sens où, tu sais, je veux dire, c'est du café à terre, là. Je veux dire, ça peut arriver n'importe quand, n'importe qui, là. Exact. Ça se passe tellement vite, là. C'est incroyable. Ta voix, est-ce que... Puis là, je veux m'excuser parce que tantôt, on se parlait à le micro, moi puis elle. Moi, hein, Claudie, on était ici, moi, Christelle, tantôt, puis on faisait des petits tests de micro, puis là, on niaisait. Puis là, je disais à Christelle, j'ai dit, on parlait du fait que quand on s'entend, comme actuellement, on entend notre voix, c'est un peu bizarre, parce qu'on se dit, hein, je parle-tu vraiment comme ça? C'est comme ça que ma voix sort? Puis là, je dis à Christelle, je dis, t'as la voix de, je sais pas c'est quoi son nom, là, mais je dis, une des marionnettes des Fraggle Rock. Là, je suis plus vieux que toi, fait que c'est pour ça que tu savais pas c'était quoi. Elle qui a des grosses lulus rouges. Fait que là, Claudie est allée sur YouTube, elle a sorti l'enregistrement, puis ta voix était pareille. Comme, c'est drôle. Je sais pas c'est qui, on va trouver le nom, mais je veux m'excuser parce que j'avais aucune espèce d'idée que tu as eu cet accident-là. Puis là, la question que j'ai pour toi, c'est, ta voix, as-tu changé depuis ce moment-là? Est-ce que il y a eu des changements au niveau de tes cordes vocales? Ou, Ben, je te dirais que c'est minime, c'est vraiment minime. Les gens qui m'entourent peuvent pas vraiment le distinguer, mais c'est vraiment, comme je te dis, c'est minime. Minime. Mais eux, ils avaient peur vraiment que j'en perde ma voix aussi, là, pour tout... Wow! Mais finalement, c'est comme tout résorbé, là, à ce niveau-là. T'as eu peur? J'ai pas eu peur, à part quand, que, tu sais, je te dirais plus le moment que c'est arrivé, mais j'avais pas nécessairement peur. J'avais hâte que ça soit réglé. Sortir de là. Oh, ben sortir, genre, tu sais, comprendre qu'est-ce qui m'arrive, puis... C'est là que tu te rends compte que nos priorités, finalement, tu sais, nos fameux éléphants, là... ils ont pris le bord, ils ont pris le bord. Ça comme... Fait que finalement, après ça, on se dit, ouais, tu sais, c'est-tu vraiment... Les choses que je pensais qui étaient importantes, finalement, sont peut-être pas si importantes que ça, hein. Puis, tu sais, je regarde, tu fais plein d'affaires. J'ai vu dans ton Facebook, tu fais du tir à l'arc. Ouais. Tu fais probablement, si tu vis dans le Nord, tu as probablement fait un peu d'escalade ou je sais pas trop. Ouais, tu as touché à ça un peu. Mm-hmm. Puis là, ça, j'ai été impressionné de voir cette photo-là. Tu suis un cours de pilotage actuellement? Exactement. OK. Ouais. Tu me parlais de ça? Ben oui, écoute... C'est arrivé comment? Puis t'es rendu où là-dedans? Puis qu'est-ce que t'as... Là, t'as une destination et là, tu vas pouvoir voler de tes propres ailes jusqu'en Californie. Oh yes! Ouais. Mais en fait, ça faisait partie de mon vision board, tu sais, le fameux tableau des rêves, là, si on veut, d'avoir un avion. En fait, plus précisément, d'avoir un hélicoptère. Puis, bon, d'être vraiment... la liberté, pour moi, c'est vraiment important. On dit souvent, toi, Christelle, c'est Christelle avec un grand L pour liberté. Et, voler devient une grande liberté, tu sais, d'être dans le ciel puis pouvoir le faire, là, de savoir comment le faire sans que ce soit quelqu'un qui le fasse pour toi. Pour moi aussi, c'est super important. Là. J'aime faire les choses, être dans l'action. Ouais. Je veux pas être la fille qui regarde la parade. Moi, je veux être dans la parade. Dedans. Ça, c'est sûr. Puis, l'aviation, dans le fond, je l'ai précipité un petit peu parce qu'encore là, je l'avais mis plus vers mes 35-40 ans. Et j'ai été faire le tour du Québec avec un ami en hélico. OK, parce que j'ai eu un mandat dans le nord du Québec, en Baie-d'Ungava. Et ça m'a vraiment impressionnée. Puis j'étais comme, je veux faire ça, moi. Pas dans 5 ans, right now. Fait que je suis revenue de cette péripétie en allant m'inscrire à Carrière, à Mirabel, pour avoir mes cours. Moi, je vais voler. Tu t'es dit, là, je vais voler. C'est maintenant que ça part. Là. Exactement, c'est maintenant que ça part. Mm-hmm. Ouais. Puis après ça, j'irai faire une conversion hélico et tout. Puis je serai dans
c'est un autre dynamique, là, mais pour l'instant... C'est quand même assez accessible. On pense là, que c'est réservé aux ultra-riches, puis que ça prend des capacités incroyables, mais finalement, je veux dire, tu peux trouver un Cessna pour... aujourd'hui, tu peux acheter un Cessna pour 70 000, puis tu peux... là, tu vas dire, 70 000 pour un avion. Il y a des autos, c'est pas mal en auto qui valent souvent 40 50 000. Là, c'est pas un avion pour 70. T'as-tu fini ton cours? Je l'ai pas encore fini. T'es rendu où dans le processus? Ben, je dirais théorique, dans le fond, c'est terminé. Il faudrait juste que j'aille faire mon examen théorique. Là, c'est de booker le temps puis d'en faire vraiment une priorité pour l'étude, puis aller passer l'examen. Puis par la suite, il va me rester le pratique, que dans le fond, je suis rendue à 12 heures de vol, qui est vraiment compilé. Puis disons que j'en ai environ 40 à faire. Puis là, ben, tu loues l'avion, fait que tu payes à tous ces heures de vol-là. Fait que tu as un prix, j'imagine, pour le cours. Il y a un prix pour le cours, puis il y a un prix pour la location de l'avion, puis j'imagine l'entraîneur qui est avec toi. Oui, qui est en fait ici, sur la photographie. C'est mon instructeur, Stéphane. OK. Fait que, puis là, tu as pris, là, jusqu'à maintenant, quand tu dis que tu as 12 heures de vol, tu as fait quoi dans ces 12 heures-là? Tu l'as-tu décollé? Tu l'as-tu atterri ou tu n'es pas encore rendu dans ces manœuvres-là? Oh, non, ça, je l'ai fait. J'ai même fait jusqu'à des... Attends un peu, t'as déjà attends un peu. Après 12 heures de vol, tu as déjà atterri un avion? Oh, ouais, atterri, décollé. Puis même que la dernière fois avec mon instructeur, parce qu'il me connaît un peu, là, il me fait faire des choses spéciales. C'était vraiment drôle. On a fait décoller, atterrir. Mais tu sais, comme si on faisait des bounces sur... Puis là, je me disais, d'un œil extérieur, ça doit être vraiment drôle de voir dans l'avion. Un avion qui rebondit dans le fond sur une piste. Puis il est super drôle, c'est fun, parce que moi, des fois, pour apprendre, j'ai besoin que ce soit ultra intense. Comme dans... Faut que ça bouge, là. Ah ouais, faut que ça bouge. Puis j'avais vraiment de la difficulté avec, on appelle ça du trim, dans le fond, pour bien stabiliser ton avion. Puis j'avais peut-être 2 heures de vol avec lui quand il m'a fait faire ça. Puis il m'a mis dans une situation où j'ai tellement pas eu le choix de overreact parce que l'avion s'en allait vraiment... À piquer, là. À piquer. Puis là, ben, t'es comme... Tu forces, là, quasiment de tout ton pouvoir pour pouvoir la stabiliser, trimer de la bonne façon. Puis après ça, il m'avait fait un autre... En tout cas, il a compris que j'apprends en situation d'urgence, dans le fond. Fait qu'ils prennent pas de passagers pendant ces vols-là. Moi, je ne voudrais pas être assis en arrière là-dedans. Là. Ça t'a pris combien? Après combien d'heures de vol, il t'a laissé décoller? À peu près 8. Tu sais, dans le fond, qu'on avait vraiment ce... C'est quoi le feeling? Là, il te dit, OK, tu peux décoller, mettons. Attends, non, décoller même 5 heures. Le décollage, c'est super facile. On dirait un Cessna, ça veut tout le temps voler de toute façon. Fait que... t'arrives à 60-65 nœuds, puis c'est décollé. Ouais. Fait que t'as juste à tirer le manche, puis c'est vraiment parti. Je te dirais que moi, c'est plus dans les manœuvres. Tu sais, comme faire des spirales, des décrochages, puis des choses comme ça, là. OK, que t'aimes, que ton niveau de cortisol augmente. Que le niveau de cortisol augmente, mais que, tu sais, de sentir la forger aussi, là. La spirale, je l'ai quand même trouvée impressionnante, là. Mais... Fait que là, tu vas finir ton cours quand? C'est quoi ton objectif? C'est-tu 2019? Mon objectif, c'est mai 2019. Ouais. Puis là avec ce qui se passe en Californie, vas-tu connecter ces deux choses-là ensemble, l'avion puis la business? C'est sûr que ça fait partie des objectifs. Tu vois-tu des activités à faire avec ça? Faire bouger ton... Ouais, définitivement. Ça fait partie des projets. Tu déjà pensé faire quelque chose en parachute? Non, pas pour le moment. Difficile de faire un arrêt en descendant pour commencer à apprendre des choses. Là. Tu fais ça peut-être en 2 sauts, là. Mais si, tu sais, s'il y a des gens qui s'intéressent peut-être là, qui veulent en savoir plus, qu'est-ce que tu fais? As-tu un site web? Y a-tu une place où on peut aller voir là, le genre d'activité que tu peux organiser? Puis, ma question a 2 volets. Tu le fais-tu aussi sur une base individuelle? Tu prends-tu des clients sur une base individuelle? Puis habituellement, tu fais quoi avec eux autres? Oui. En fait, il y a le site Neurochrono, neurokrono.com, que dans le fond, on peut voir qu'est-ce que je fais, les différents types de services. Je donne des conférences aussi. Okay. J'en donne une également avec un magicien corporatif. J'adore cette conférence. Où, parsemée de tours de magie et tout, parce que j'ai appris aussi à faire de la magie à travers. Des conférences publiques ou des conférences là, où on peut carrément acheter des billets et aller voir, c'est ça?
Oui, exactement. Puis bien souvent, on est aussi en privé. Donc, c'est les entreprises ou autres organisations qui veulent avoir ces conférences-là. OK. Puis oui, on en fait sur une base individuelle. On appelle ça le neurocoach. Donc, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est évaluation de la condition physique, cérébrale pour la mémoire, concentration, temps de réaction, ainsi de suite. Et on conçoit des programmes d'entraînement de manière à optimiser les performances cognitives des individus. Tu vas analyser de façon officielle des gens. Exact. Alors, ils t'autorisent, en fait, ils te payent. Fait que là, tu vas les analyser de façon officielle. Oui. Doit t'arriver d'être assis en avant de quelqu'un puis l'analyser pareil. C'est tout comme une genre de déformation professionnelle. Ben, je t'avoue, ça se fait pas mal automatiquement. Ouais. Ouais. Okay. Tu sais, des fois, j'ai un individu en avant de moi, beaucoup aussi au niveau physique, là, de par le corps, de par la posture, tu peux savoir c'est quoi son mode de vie. Si la personne a fait de l'hypertension, tu sais, le nombre de personnes que j'ai approchées puis que j'ai commencé à parler, puis que tu prends une chance, mais en même temps, la chance est calculée de dire « Ah oui, est-ce que vous faites de l'hypertension? » Puis ou sinon, tu amènes une problématique qui amène la personne à dire « Ben oui, tu sais, je fais ça depuis tant de temps, etc. » On dirait que tout se voit. Des formations professionnelles, tu as raison, ça se voit. C'est clair. Hey, ça a été le fun de t'avoir en studio, Christelle. Tu vas nous tenir au courant de ce qui va se passer du côté de la Californie. Ben, tu devrais voir ça dans les médias aussi. Ah ouais? tu pourras peut-être nous informer. Tu nous informeras de ça. Ben oui, ça va faire un grand plaisir. Ou whatever. Ça a été le fun de t'avoir en studio. Puis je te dirais, ce qui est le fun, dans ton cas, c'est de voir de où tu arrives. Tu sais, parce que on parle ici souvent d'environnement, comment l'environnement, c'est important dans le développement de quelqu'un. Puis c'est le fun de voir que ça existe des jeunes de 16 ans qui cherchent pas juste la liberté, plus de liberté. Là, dans ton cas, c'était la santé. Fait que c'est une histoire super inspirante. On va sûrement se revoir un moment donné sur le show. Là. Ça a été bien le fun. Puis je pense que je vais avoir besoin d'une certaine analyse de mon état cognitif, hein, Claudie. Très bientôt. C'est drôle. Merci, Christelle. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Yeah. Salut tout le monde. C'est super bon, Christelle. Très, très, très bon. Est-ce que tu me permets de... Wait! Okay, now, from the beginning.